waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Hyperfocal, l'émission qui vous met au point sur l'actualité photo. Bonjour Louis. Bonjour Ferdinand. Ça va? Ça va super et toi? Ça va bien, merci. J'espère que vous les viewers, vous allez bien. Voilà, installez-vous bien sur votre chaise, canapé, tout ce que vous voulez. Petit thé, petit café. Aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants. On m'a dit qu'on allait parler de photographie. En effet, de quoi d'autre? Et on va parler d'argentique apparemment. Ouais. Lançons tout de suite le premier close-up sur l'argentique.
Alors qu'il y a quelques temps de cela, on n'en entendait pas ou peu parler, il semblerait que depuis quelques temps, l'argentique, l'appareil photo argentique, pointe à vous le bout de son nez. Alors Louis, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est un réel attrait? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. En effet. Alors, pour commencer déjà, chez qui constate-t-on cette nouvelle habitude? Alors qu'on croirait que c'est plutôt les collectionneurs, à juste titre d'ailleurs, et les anciens photographes, en fait c'est plutôt les 17-30 ans. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'autour de nous, il y a plutôt des gens qui shootent beaucoup à l'argentique. Ouais. C'est pour ça. Je l'ai remarqué, effectivement. Et alors, comment expliquer ce phénomène? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des influences, par exemple? Indéniablement oui. Instagram notamment, enfin en tout cas les réseaux sociaux plus généralement, mais notamment Instagram, qui est la plateforme par excellence de diffusion de contenu photos et vidéos, a joué un rôle. Il y a pas mal d'influenceurs voilà, qui ont des comptes dédiés à la photographie argentique, et même des influenceurs tout court qui publient voilà, des photos avec de l'argentique. Donc ça a joué un rôle d'une part. D'autre part, il y a aussi pas mal, enfin quand je dis pas mal c'est un euphémisme, énormément en effet de publications dédiées à l'argentique. Il y a notamment le hashtag Film is not dead, autrement dit la pellicule n'est pas morte, qui culmine à 25 millions de publications, donc c'est énorme. Et puis plus précis, enfin, plus globalement, plus centré à l'échelle francophone, donc avec le hashtag Argentine qui culmine à 1 million de publications. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé d'influenceurs. Est-ce que, par exemple, tu aurais des exemples à nous donner? En effet, j'en ai un en faisant mes recherches sur le sujet. Je suis tombé amoureux de son style. C'est Jonathan Bertin sur Instagram qui culmine à 120 000 abonnés qui font de la vidéo, de la photo. Et ouais, c'est vraiment, il a un style vraiment particulier et j'aime beaucoup le contenu qu'il fait. Mais alors, finalement, qu'est-ce qui diffère entre l'argentique et la photo dite plus basique, c'est-à-dire à l'appareil photo numérique? Disons qu'il y a deux, je pense, facteurs à prendre en compte. En fait, il y a une dimension déjà de réflexion à la fois et une dimension philosophique, je dirais. Donc la dimension de réflexion, c'est plutôt de réfléchir, donc de voir la photo avant de la prendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas autant de prise sur l'appareil photo argentique que sur l'appareil photo numérique. Donc en plus, le coût est différent. Donc il faut vraiment réfléchir à la photo qu'on veut prendre parce que chaque photo est unique finalement. Et c'est ce qui diffère de l'appareil photo numérique. Il y a aussi la différence, donc le caractère imparfait de l'appareil photo argentique. C'est-à-dire que les aberrations chromatiques, donc les petits changements de couleur, les déformations, c'est ça, exactement. Finalement, les problèmes sont des qualités qu'on retrouve sur l'argentique, qu'on ne retrouve pas sur le caractère parfait de l'appareil photo numérique. Donc à la fois l'appareil photo numérique, ça dépend aussi de la carte SD, hein, mais on peut le répéter. Alors que sur l'appareil photo argentique, non, pas du tout. Et puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus l'intention de travailler en post-production en faisant de la photo numérique, alors que sur l'argentique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est différent, on en reparlera plus tard ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est deux composantes qui font qu'on différencie beaucoup l'argentique du numérique. Et aussi l'argentique, c'est un accessoire. Ça se voit, c'est beau, c'est esthétique, comme on appelle maintenant. Et quand on voit un argentique, c'est visible, quoi, ça se voit direct. Toi. Et puis, dernier point aussi à noter, c'est la réponse des constructeurs. On a Leica qui a réédité donc, son M6 depuis l'an dernier, l'appareil photo argentique. Et puis, il y a également Pentax, grande marque de la photo, qui travaille depuis quelques temps sur un appareil photo argentique. C'était la référence de la photographie il y a quelques années. En effet. Et tout à l'heure, tu as parlé d'effet de mode. Est-ce que c'est récent? Ça fait quelques mois? Ça fait quelques années que c'est revenu? Oui, ça fait depuis quelques temps maintenant, donc quelques années, donc ça a commencé aux alentours de 2015-2016 dans les écoles d'art, et puis c'est revenu plus précisément depuis le Covid finalement et le confinement. Les gens étaient contraints de trouver une autre manière d'immortaliser et d'illustrer leur quotidien, leur entourage, et ça passe par l'argentique. Et puis ensuite, ça va de pair avec les réseaux sociaux et les influenceurs. Vu qu'on a plus de temps à allouer aux réseaux sociaux, en tout cas sur notre téléphone, on passe plus de temps également à regarder du contenu argentique, donc forcément ça force la curiosité. Ouais. Et voir des gens poster, ça nous donne envie, ça nous inspire à le faire de même. C'est ça, exactement. Ouais. Bah, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'argentique. Avec plaisir, Louis. J'ai cru comprendre qu'on me dit dans l'oreillette qu'on a une interview à vous montrer. En effet, passons maintenant au close-up sur l'interview. Pourquoi continuer l'argentique à l'ère du numérique? Moi, j'ai pas eu le choix vu que j'ai démarré dans la fin des années 90. On n'avait pas encore le numérique. Naturellement, j'ai démarré par l'argentique. Ça m'a beaucoup plu, la méthode de travail, le protocole, le temps que ça permet de passer en labo au calme et à penser à ces images. Donc j'ai tout simplement perduré avec ce moyen d'expression. J'ai rien contre le numérique, je l'enseigne beaucoup, mais c'est pas mon écriture exactement. La retouche, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas de la même manière en argentique qu'en numérique, puisqu'en numérique, elle est complètement favorisée par les outils. Néanmoins, les outils sont complètement inspirés de tout ce qu'on faisait déjà en laboratoire argentique. Le recadrage, les contrastes, la lumière, les densités. La seule différence, c'est qu'il faut la technique pour le faire manuellement en argentique, alors qu'avec Photoshop, on a quelque chose de
plus facilement réalisable et qui va être reproductible à l'infini. Donc je travaille uniquement avec le recadrage et tout ce qui est grade, le contraste, et je n'opère pas plus de retouches techniques pour ma part. Donc la longévité de l'argentique aujourd'hui, il y a eu un regain auprès des jeunes, notamment en école d'art pour l'argentique. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on se confronte à une hausse de prix qui est énorme, c'est-à-dire pratiquement 4 fois les prix qu'on avait à l'époque. C'est devenu quelque chose d'assez luxueux, donc on ne prend pas les photos à tort et à travers. Ça oblige encore une fois à penser en amont, ça c'est plutôt bien, mais ça n'est plus accessible à tous. Donc je ne pense pas que ça va perdurer en tous les cas au niveau de la hausse et l'accessibilité à long terme. Et nous remercions Gildas Le Petit Castel pour son interview. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer des professionnels de l'argentique, mais en parlant de shooter à l'argentique, je crois qu'on en a un ici. Bonjour. Bonjour Ferdinand, Ça va Noé? Écoute, ça va bien, merci, et toi? Moi ça va super, merci de m'avoir accueilli. Écoute, ça fait plaisir, c'est moi qui te remercie surtout. J'ai ouï dire par hasard que tu shootais à l'argentique. C'est vrai, écoute, j'ai commencé à shooter à l'argentique quand on est parti au Canada, parce que pendant le cours de photo, on a eu une introduction à l'argentique. Donc ça fait 6-7 mois que j'ai commencé, et quand je suis revenu en France, j'ai pu avoir un appareil qui appartenait à mon grand-père, et donc j'ai commencé à lui mettre sérieusement. Et c'est un moyen d'expression que j'aime bien. Est-ce qu'on peut avoir ton avis, vu que toi tu shootes à l'argentique, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans l'argentique? Ce qui me plaît vraiment, c'est entre guillemets l'authenticité de la photo. Avant d'appuyer sur ton déclencheur, tu réfléchis beaucoup à ta photo, à ta composition, parce que tu as une certaine rareté de la pellicule, donc tu peux pas t'amuser comme au numérique, de faire des rafales et de dire s'il y en a une qui est bonne, je vais la garder et voilà quoi. Et après il y a aussi ce côté de travail physique sur ta pellicule, sur tes agrandissements qui est intéressant. Mais en fait finalement c'est plutôt le caractère de contrainte qui te force à être plus créatif, non? C'est ça en fait, ça développe ta créativité parce que tu réfléchis, tu as ton processus créatif. Juste avant de prendre ta photo, tu réfléchis beaucoup à ce que tu vas faire. Et même une fois que tu es en labo, tu réfléchis un peu sur comment je vais tirer ma photo, quelle retouche je vais faire, mon cadrage, le format aussi de ton agrandissement. Donc il y a un plus long processus créatif, je trouve, que plutôt au numérique. Tu penses à ta photo, tu shootes et après tu te diras je verrai plus tard au traitement ou déjà là j'essaye d'en prendre une s'il y en a une qui est bonne dans ma rafale, quoi. Et comment ça se passe au niveau du développement? Est-ce que tu peux informer nos viewers comment faire tout ça? Alors, tu as deux processus. Tu as le développement de ton film et après l'agrandissement de ta pose. Très bien. Donc en fait, le développement, tu enlèves ton fil de ta pellicule une fois que tu as fini. Tu mets ton film, ta pellicule dans une espèce de petite boîte. Tu mets ton liquide qui va en fait fixer ta pellicule. Donc en fait, ta pellicule elle est sensible à la lumière. C'est ce qui fait que quand tu shootes, forcément, la lumière elle reste imprégnée dans ta pellicule. C'est vrai, ouais. Et donc en fait, tu vas mettre ta pellicule dans un bain qui va fixer cette action. Comme ça, après, tu vas pouvoir retirer ta pellicule et la voir à la lumière du jour pour éviter qu'elle recapte de la lumière. Donc en fait, comme ça, ta lumière est fixée sur ta pose. Et après l'agrandissement, tu prends ta pellicule, tu la mets au-dessous d'une source lumineuse et tu as aussi une lentille, un objectif. Et tu vas projeter sur un papier qui est sensible à la lumière. Donc tu peux régler ton temps d'exposition de la lumière, l'intensité de ta lumière. Et tu peux mettre aussi devant des filtres de densité pour jouer plus ou moins sur du contraste. D'accord, ouais. Et donc tu vas laisser exposer ton papier sensible à la lumière. Et en fait, il va prendre l'aspect de ton négatif. Et après, ce papier, tu vas le mettre dans un bas révélateur. Il va noircir en fonction de ton négatif. Et après, tu prends ça, tu le mets dans un bain fixateur. Et ça y est, ton agrandissement est fait. Donc disons que c'est plutôt méthodique et minutieux de réaliser ces c'est sûr qu'il ne faut pas se planter entre guillemets parce que ça a un certain prix quand même. C'est ça aussi, papier photo. Mais quelque part, tu as aussi un processus créatif de dire tiens, combien de temps je vais laisser exposer mon papier, quel contraste je vais mettre. Tu peux aussi jouer si par exemple tu rajoutes de la lumière à certains endroits sur ton papier photo, tu peux avoir un aspect un peu comme tu as de la retouche numérique, quoi. Et quand tu as évoqué le prix, en fait, j'ai envie de te poser comme question, qu'est-ce que tu vois comme avenir? Est-ce que toi tu vas continuer à shooter à l'argentique? Parce que monsieur Le Petit Castel est assez sceptique par rapport à ceci. Toi, comment tu vois ça? C'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, déjà tu as le coût de la pellicule, c'est un prix. Ouais. Ton boîtier aussi, si tu n'as pas d'appareil ou d'objectif, ça peut être t'as un prix de lancement, quoi. Et après, tu as un coût à l'usage, de user ta pellicule, du papier photo si tu fais de l'agrandissement. Donc ça peut vite être cher, quoi.
Eh bien écoute, merci à toi Noé pour tes renseignements, merci aussi à Gidal ce petit Castel. On vient de m'informer à l'oreillette qu'on a dépassé la barre des 100 followers, donc merci à vous d'être aussi présents sur le live et présents sur la chaîne, merci beaucoup. Pour passer au sujet suivant, on vous laisse sur une page de publicité, à tout de suite. Et nous revoilà sur le live en compagnie de Louis. Rebonjour. Je suis de retour. Bien écoutez, après avoir évoqué les sujets passionnants de l'argentique, je pense qu'on va parler d'autre chose. Je te laisse pas en parler. On a parlé un peu du passé, donc de la photo avec l'argentique, donc c'était un peu le passé. Quoique c'est en train de revenir apparemment. En effet. Présent. Mais maintenant on va parler du futur, qui est aussi un peu dans le présent en même temps. On va parler des smartphones qui vont peut-être remplacer l'appareil photo. C'est le deuxième closer. Depuis l'apparition du smartphone en 2007, les caméras embarquées sur les smartphones n'ont cessé de devenir meilleures, ce qui provoque un effondrement du nombre de ventes, donc pour le grand public, du nombre d'appareils photo vendus. Alors la question c'est, est-ce que l'appareil photo est réellement en train de disparaître face au smartphone? Moi j'ai envie de te poser comme question, enfin la question on applique une autre. Déjà, quels sont les avantages et inconvénients des deux? Enfin, si on commence par le smartphone, pardon, quels sont ses avantages? Alors évidemment le smartphone il a des avantages que l'appareil photo n'a pas. On a par exemple la polyvalence, puisque c'est un appareil multifonction, on peut envoyer des mails, appeler, partager des photos, en publier, etc. Donc ça permet une polyvalence réelle. On a aussi inclus dans ça, on a la facilité d'utilisation. C'est sûr. C'est un écran tactile, donc tous les menus sont faciles d'utilisation, il y a juste à cliquer, etc. pour changer de menu par exemple. Et on a aussi la connectivité instantanée qui est peut-être l'un des plus gros points positifs pour le smartphone. Donc en effet, on peut faire une image, par exemple une story, et dans la minute la partager, donc très rapidement à un ami, directement sur les réseaux sociaux, ce qui permet de prendre beaucoup d'images et de les partager directement, instantanément en fait. Et puis on a la mobilité je crois. Et la mobilité justement, c'est le quatrième point que j'allais aborder. C'est beaucoup plus pratique de se balader avec son téléphone, par exemple en haute montagne ou autre, sur d'autres terrains plus difficiles d'accès. On a toujours ça, tout le monde a son téléphone sur soi en permanence. Alors qu'un appareil photo, il faut avoir un sac à dos. Si on a plusieurs objectifs, il faut avoir de quoi les transporter. On a aussi des stabilisateurs qui sont qui prennent énormément de place. Donc le smartphone gagne largement sur la mobilité. C'est vrai que là-dessus, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est pas étonnant qu'en fait finalement il y ait autant de créateurs de contenu qui commencent à shooter de plus en plus ou utiliser des téléphones pour prendre des vidéos quand ils sont par exemple en montagne comme tu l'as évoqué ou dans d'autres endroits un petit peu plus abrupts ou difficiles d'accès. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se déplacer avec un appareil avec un smartphone, j'en commence à perdre mes mots. Et avec donc un smartphone, un stabilisateur dédié à ça, je pense notamment à l'Osmo Mobile qui est vraiment génial, j'en ai un chez moi et j'utilise vraiment assez souvent et c'est vraiment facile d'utilisation, c'est beaucoup plus pratique. Et puis on a également les rigs donc pour smartphone qu'on utilise avec deux mains, qui permettent à la fois de fixer des lumières, donc des minettes et des micros. Donc ça c'est vraiment pratique et c'est beaucoup plus léger et accessible que les caméras finalement. Et puis récemment, le smartphone commence à être utilisé réellement dans le monde du cinéma, puisque récemment sur la pub Samsung Galaxy S23, je ne sais pas si tu l'as vu, si. Ils ont littéralement invité Ridley Scott, donc un très célèbre réalisateur qui a sorti un film connu il n'y a pas très longtemps, qui utilise littéralement pour faire son film, enfin son court-métrage, qui utilise littéralement un smartphone de la marque. Du côté Apple également, je tiens à noter que la dernière conférence d'Apple, donc la keynote, a été tournée intégralement avec des iPhone 15 Pro Max. Je l'ai appris 2 semaines après et pour le coup ça m'a vraiment surpris parce que la qualité est proche des caméras qu'on peut avoir. Mais j'ai l'impression que finalement on a embelli les smartphones, pardon, mais ils sont pas morts les appareils photo. Alors non, rassurez-vous, pour les amateurs d'images et les passionnés, tout simplement, l'appareil photo reste quand même bien meilleur que le smartphone sur plusieurs points que je vais aborder. Par exemple, le fait qu'il y ait des objectifs. En effet, l'objectif est un gros point de l'appareil photo puisqu'on a en général des objectifs interchangeables qui nous permettent de caler littéralement dessus donc des objectifs de cinéma en fonction de ce qu'on veut. Si on veut des objectifs anamorphiques, des objectifs plus poussés, des objectifs zoom,
qu'on n'a pas la possibilité de faire sur le smartphone. Malgré qu'il y a un mode zoom maintenant inclus avec les différents objectifs, C'est sûr. mais on n'atteindra jamais la possibilité qu'on a avec les appareils photo. On a aussi évidemment la qualité d'image, puisque on n'arrivera jamais sur un smartphone à mettre un capteur de la taille de ceux des appareils photo. On parle de capteurs full frame, de capteurs APS-C, qui sont bien meilleurs, parce qu'ils, comme plus grands, laissent entrer beaucoup plus de lumière que les smartphones. Tu vois bien, toi, un full frame sur un smartphone? Impossible, parce Impossible. que ça a beaucoup trop de place, beaucoup trop cher. Aussi, surtout le prix, ouais. C'est ça. Et de ce fait, on a aussi un contrôle manuel beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifié sur les appareils photo. Puisque sur les smartphones, ce sont des menus pas très bien faits, même s'il y a quelques applications à la limite, mais rien de bien incroyable. Alors que sur les appareils photo, tout est réglable. On peut régler l'ISO, la vitesse d'obturation, la sensibilité à la lumière. Enfin bref, énormément de points que j'imagine que vous connaissez derrière vos écrans. Tu as évoqué justement une application, j'en ai une, enfin j'en ai plutôt deux. Il y a tout d'abord Filmic Pro qui est disponible sur tous les téléphones, et également Blackmagic Studio qui permettent en fait d'émuler un peu, c'est ça exactement, d'émuler un peu, de se rapprocher des réglages qu'on peut avoir sur un appareil photo, même si c'est vrai que ça dépend surtout du téléphone. On ne peut pas faire autant de réglages, on n'a pas autant d'amplitude selon le téléphone qu'on a qu'avec un appareil photo, et c'est là du coup que je donne un point à l'appareil photo. Ouais. Ouais. Et on a aussi la vidéo de qualité supérieure, évidemment, puisqu'on ne peut pas shooter réellement des films de cinéma, même si on essaye de le faire un peu, mais ce sera jamais possible de réaliser des films entièrement au smartphone. C'est sûr. Puisque en parlant de capteurs, on a aussi, les capteurs sont bien plus optimisés pour la vidéo que pour la photo par exemple. Ouais, c'est sûr que, je sais pas, je suis assez sceptique par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses toi par rapport à l'avènement des téléphones par rapport. Moi je pense que c'est une bonne chose, puisqu'en 2023 on a la chance d'avoir le choix. Oui, c'est ça réellement, surtout. on a le choix. Est-ce que tu aurais une citation par rapport à ça, à conseiller aux gens? Finalement, qu'est-ce qu'on devrait choisir? Il y a un grand réalisateur qui a dit une fois le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours sur soi. C'est vrai. Ce qui est totalement vrai, et ce qui permet au smartphone de gagner un point par rapport à l'appareil photo. On a aussi, qu'est-ce qu'il y a à choisir aujourd'hui en fait? C'est ça la vraie question. Au final, ça dépend de l'utilisation. Si vous êtes plus un amateur d'image, quelqu'un qui veut se professionnaliser, moi je vous conseille d'investir dans justement des appareils photo, excusez-moi. Comme j'en ai quelques-uns à vous citer, on a le Sony ZV-E10, qui est un entrée de gamme que j'ai eu l'occasion d'essayer. On a aussi le Canon G7X, donc là voilà, ça s'affiche sur vos écrans maintenant, qui restent d'excellents appareils photo entrée de gamme pour commencer. Alors on appelle ça des appareils de vlogging parce que c'est des appareils photo compacts qui sont pratiques à utiliser puis partout, mais ils couvrent la majorité des usages. On peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos, ça c'est l'objectif finalement. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses du coup de ton appareil? Moi personnellement, ayant fait une formation il y a quelques années donc en MMI, donc il y a quelques temps de ça, j'ai dû investir rapidement dans du matériel pour pouvoir continuer, et donc j'ai décidé d'investir dans l'appareil photo. Donc moi personnellement je suis beaucoup plus team appareil photo, malgré que les smartphones deviennent de plus en plus séduisants, avec par exemple le mode portrait qui permet de faire des choses bien meilleures, on s'habitue vite finalement avec la story, etc. C'est une différence de prise d'image. Bien écoute Louis, merci à toi pour tes interventions. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. L'émission touche à sa fin. Je tiens avant tout à remercier toute l'équipe de Hyperfocal qui a travaillé sur cette Web TV. Anaël Franou et Melvin Madrac à la régie. Louis, merci à toi. Merci également à Noé Triquet et à Gildas Le Petit Castel pour leurs interventions. Et puis surtout, merci à vous, le public, pour votre soutien inconditionnel. On se retrouve très bientôt. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'équipe d'Hyperfocal. Salut à tous. Au revoir.